Premier dossier de ce soir, analyse sur les attentes du gouvernement. Bruno Tshibala, récemment nommé. Bonsoir et bienvenue, Maître Miki Lolo. Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre plateau. Vous êtes avocat, mais également expert en questions politico-juridiques. Le dossier vous concerne énormément, puisque le contexte même de la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, et oui, on en parle beaucoup, ça laisse encore couler beaucoup d'encre, alors qu'on attendait le dépôt des noms, disons les 3 noms réclamés par le chef de l'État pour la nomination du Premier ministre, le rassemblement qui, il faut le dire, c'est dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, s'est retrouvé 3 rassemblements, Félix Tshisekedi, le rassemblement de Lengankoy et Bruno Tshibala, mais également Sami Badibanga qui a aussi, disons, son rassemblement à lui. Alors finalement, les consultations du chef de l'État, le rassemblement Félix Tshisekedi n'a pas répondu à l'invitation et c'est le rassemblement de Lengankoy qui a répondu à l'invitation, qui a déposé sa liste. Et la grande surprise, il faut le dire, oui, du moins, moi, ça m'a quelque peu surpris, c'est Bruno Tshibala qui a été nommé Premier ministre. Pour vous, c'est un outsider ou c'est dans un processus pour qu'il arrive jusqu'à ce niveau? Bien, il faut reconnaître que tout doit s'inscrire en fonction de ce qui est prescrit par la Constitution, article 78, qui prévoit que le Premier ministre est nommé par le chef de l'État à la seule condition qu'il soit issu non pas du rassemblement, mais de la majorité parlementaire élargie. Dans un contexte normal. Alors, c'est très important de revenir à l'état de droit, puisque c'est le pacte social qui nous régit, c'est la Constitution seule qui détermine les conditions de nomination et d'entrée en fonction du Premier ministre dans notre pays. En amont, nous avons évidemment le chef de l'État qui a l'obligation de consulter la majorité parlementaire élargie, c'est-à-dire concrètement la majorité présidentielle telle que nous la connaissons aujourd'hui, les partis politiques et la société civile qui font partie de l'actuel gouvernement démissionnaire, mais aussi toutes les nouvelles forces politiques provenant de l'opposition ou de la société civile qui acceptent de prendre part à l'action du prochain gouvernement et donc vont faire partie de la nouvelle majorité parlementaire élargie. Alors, il faut bien constater que l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala a toujours, en tout cas manifestement, fait partie du rassemblement, mais encore faut-il constater que le rassemblement aujourd'hui est une plateforme de fait. Donc ce n'est pas une réalité juridique n'ayant pas sollicité l'obtention d'une personnalité juridique. Alors cela étant, ça veut donc dire qu'il s'agit en réalité d'un regroupement de plusieurs personnalités politiques qui se portent fort pour que les partis politiques dont ils sont les représentants puissent effectivement coaliser ensemble pour participer au prochain gouvernement et soutenir l'organisation des prochaines élections. Alors, il faut rappeler, maître, moi j'aimerais qu'on reste dans le contexte purement actuel. Ça veut dire que, au regard de l'accord de la Saint-Sylvestre, il a été dit que le Premier ministre proviendrait, le rassemblement allait proposer le rassemblement, et là c'était sans pour autant penser que le patriarche Etienne Tshisekedi allait mourir, sans pour autant également s'attendre à ce que le rassemblement allait, entre guillemets le dire, s'éclater. Et là on se retrouve dans un autre contexte. Eh bien, la difficulté dans la désignation du rassemblement comme étant la plateforme censée de désigner ou de proposer le prochain Premier ministre, c'est que l'on s'est trompé essentiellement de critères. Le critère démocratique pour déterminer le poids politique d'une plateforme quelconque dont sera issu un prochain Premier ministre, c'est toujours le nombre des élus au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, sur l'ensemble de 500 élus, il faut bien constater que la plateforme rassemblement n'en détient pas
plus de 100. Mais l'accord ne tient pas compte de tout ça, l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est l'erreur qui a été justement commise dans cet accord de la Saint-Sylvestre, c'est que le critère démocratique par excellence qui aurait dû être pris en compte et qui aurait pu empêcher la difficulté politique dans laquelle l'on se retrouve actuellement, c'est qu'on aurait dû tenir compte et attribuer la primature, en tout cas l'initiative de proposer les noms du prochain Premier ministre à la plateforme dont il est établi qu'elle détient le plus grand nombre des élus au sein de l'Assemblée nationale. C'est ce qui se passe partout dans les États modernes. Ça n'a pas été fait. Le critère qui a été choisi a été le critère intuitu personae de la personne de feu président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, tenant compte du nombre de suffrages dont il a bénéficié lors des dernières élections présidentielles de 2011. Mais la difficulté avec ce type de critères, c'est que dès que la personne n'est plus en vie, eh bien, la désignation devient caduque. Alors, face à l'éclatement aujourd'hui sur le plan politique de la plateforme de rassemblement en plusieurs tendances, eh bien, seul l'état de droit, seul le pacte social peut déterminer la voie à suivre. Et je pense aujourd'hui que c'est la voie qui a été suivie, c'est-à-dire mener un certain nombre de consultations auprès des différentes forces d'opposition et à tous les moins envisager la désignation d'une personnalité dont on sait très bien qu'il est issu, en tout cas, du rassemblement. Et donc, de ce point de vue, sur le plan purement de la démocratie et de l'état de droit, je pense que la désignation de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala remet évidemment en première place la démocratie et surtout le droit constitutionnel. C'est pas parce que l'autre camp, l'autre rassemblement n'a pas accepté l'invitation et que devant ce fait, le plus offrant ou ceux qui étaient présents, le rassemblement, disons, El Olengakoy, qui n'est pas du moindre, puis il y a quand même des grandes figures, notamment Olengakoy et Bruno Tshibala, qui a quand même un long parcours en tant qu'opposant, à côté d'Étienne Tshisekedi notamment. Est-ce que ce n'est pas le fait de manque de réalisme, par exemple, de l'autre camp, de Félix Tshisekedi, que les autres en ont profité? Bien, il faut dire qu'il est très difficile aujourd'hui de spéculer sur ce qu'aurait pu être le choix finalement du chef de l'État en ce qui concerne la nomination du Premier ministre devant diriger le prochain gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est que Félix Tshisekedi, étant une figure importante de l'UDPS et donc aussi du rassemblement, aurait pu effectivement être désigné Premier ministre. Bruno Tshibala aussi aurait pu, même en se reportant dans le temps, aussi être désigné Premier ministre. Alors finalement, à qui revenait le choix? Eh bien, le choix est effectué en réalité par deux institutions. D'abord, c'est le président de la République qui désigne le Premier ministre avec qui il pense qu'un accord va pouvoir se dessiner pour établir le programme du prochain gouvernement, parce qu'il faut savoir que la Constitution prévoit que le programme du gouvernement est élaboré en concertation entre le président de la République et le Premier ministre nommé. Et donc il y avait d'abord ce préalable. Et puis bien entendu, en aval aussi, c'est l'Assemblée nationale. Aucun Premier ministre ne peut entrer en fonction s'il n'a pas un vote de confiance de l'Assemblée nationale. Le prochain gouvernement, le Premier ministre Bruno Tshibala, avec l'ensemble des membres de son gouvernement, devront prochainement se présenter devant l'Assemblée nationale, exposer leur programme. Et c'est d'ailleurs le seul contrôle démocratique qui est prévu pour savoir si l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala est véritablement celui qui répond aux attentes de la population congolaise. Et donc de ce point de vue, attendons, sans mettre la charrue avant le bœuf, la décision par le vote de confiance éventuellement de l'Assemblée nationale qui décidera ou pas de l'investiture. Voilà, nous savons que par la tradition, les choses vont peut-être aller plus vite puisque
le pays doit évoluer, marcher. Alors, les attentes de ce gouvernement, puisqu'il y a eu des consultations durant les 3 derniers jours, les attentes, dont pratiquement la classe politique a été reçue. On sait que c'est aussi une tradition pour la composition du gouvernement, mais les attentes, oui, puisque ce gouvernement est mis en place justement pour premièrement l'organisation des élections qui n'ont pas pu être organisées jusqu'à la date du 19 décembre, selon le délai constitutionnel. Alors, les attentes sont, par exemple, les élections. Est-ce que ces élections auront bel et bien lieu en date prévue par rapport à l'accord? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que la plupart se réfèrent à l'accord de la Saint-Sylvestre. On semble quelque peu oublier la Constitution. Bien, le plus important en ce qui concerne les élections, c'est que, effectivement, la classe politique, au regard de l'accord du mois d'octobre 2016, au regard aussi, bien entendu, de l'accord de la Saint-Sylvestre, on voit très bien que toutes les sensibilités de la classe politique se sont mis d'accord sur la séquence des élections et sur la nécessité de refaire un nouveau fichier électoral. Donc aujourd'hui, en cours, il faut le dire, il faut constater effectivement que la CENI, qui est en train de mener un travail établi aujourd'hui, que nous avons déjà à peu près 21 millions d'enrôlés. Ce qui est significatif, il faudrait saluer, me semble-t-il déjà, ce travail de la CENI, parce que lorsque l'on compare avec ce qui s'est passé en 2006, nous avons eu 25 millions d'électeurs. En 2011, nous en avons eu 32 millions. Et donc aujourd'hui, au regard des chiffres, en tenant compte du nombre d'enrôlés, on peut dire que nous avançons véritablement vers la tenue des prochaines élections générales dans notre pays. Alors, à quand ces élections? Dans l'accord de la Saint-Sylvestre, l'on parle de 2 choses. Un principe qui est fixé, 31 décembre 2017. Mais immédiatement après, vous lirez qu'il y a une clause qui dit qu'on ouvre la possibilité, en cas de non-faisabilité dans les délais indiqués, d'envisager de reporter au courant de l'année 2018. Et lorsque je tiens compte des avis des experts aguerris qui se sont prononcés là-dessus, il a toujours été établi qu'il était impossible que des élections soient organisées en 2017. Donc je crains que... Puisque la CENI aussi, il faut le dire, lors de l'accord de l'Union africaine, la CENI avait déjà fait l'exposé qui projetait jusqu'en 2018. Ça, apparemment, c'est comme si ce sont les politiques qui se sont entêtés pour la date de décembre 2017. Ça a été à la fois une erreur politique, mais aussi une erreur juridique de fixer l'organisation des élections au 31 décembre 2017, parce que d'une part, tous les experts s'accordent à dire que ce n'est pas possible de tenir ces élections avant l'année 2018, et d'autre part, parce que seule la CENI, en vertu de l'article 211 de la Constitution, a la compétence de gérer le processus électoral et donc aussi de fixer le calendrier électoral, à charge bien entendu pour tout citoyen congolais, toute personnalité politique qui se sentirait lésée par un calendrier électoral qui irait au-delà du 31 décembre 2017, de saisir éventuellement la justice pour ce faire. Mais on ne peut pas régler la problématique du calendrier électoral à travers des accords politiques, tant que nous avons évidemment l'article 211 de la Constitution. Donc c'est à la CENI rapidement d'éclairer la population. Alors, voilà, on comprend qu'en 2017, cela pourrait être un problème, mais les défis aussi, c'est d'ordre au niveau des finances, pour que ce gouvernement puisse avoir les moyens d'organiser les élections. Bon, des élections qui doivent être financées en grande partie par la RDC, mais aussi par les partenaires. Et déjà, on sent déjà qu'il y a une tension entre la RDC et ses partenaires. Est-ce que les financements vont suivre ? Bien, il faut dire que ça va être un véritable travail de dur labeur pour le prochain gouvernement que de mobiliser les ressources, les recettes de l'État. Et donc, il va falloir évidemment compter sur la diversification de l'économie, surtout lorsque l'on tient compte de la dépréciation des cours de nos matières premières. C'est d'ailleurs toute la difficulté que nous avons connue dans notre pays aujourd'hui, lorsque l'on regarde déjà
le niveau sur le plan du tissu économique, le niveau des importations est excessivement élevé. Et ça va jusqu'à importer des produits de première nécessité. Et ceci a comme conséquence, bien entendu, sur le pouvoir d'achat de nos populations. Il va falloir, et là j'ai entendu en tout cas dans le discours du chef de l'État à la nation, que des pistes sont déjà lancées à l'adresse du prochain gouvernement, c'est-à-dire d'une part appuyer les petites et moyennes entreprises locales, appuyer les petites industries locales, et ceci permettrait bien entendu de produire localement. En produisant localement, ça diminue le niveau des importations, et donc ça a aussi des conséquences favorables pour notre économie, parce que ça permettrait aux francs congolais de reprendre la valeur et aussi de freiner la flambée des prix. Mais quoi qu'il en soit, le plus important pour le prochain gouvernement en vue de mobiliser les ressources, c'est de se dire que notre économie ne doit pas simplement être une économie limitée à l'exportation de matières premières, parce que le cours de ces matières premières nous échappe totalement. Il faudrait aussi diversifier vers le tourisme, il faudrait diversifier vers l'agriculture, voilà, et toute une série d'outils qui nous permettraient de mobiliser suffisamment les fonds pour nous organiser nous-mêmes. Alors, la problématique de la sécurité, oui, apparemment, chaque gouvernement qui arrive trouve toujours un problème de sécurité sur la table. Je me rappelle, le gouvernement Gizenga, à l'époque, avait trouvé une guerre sur la table, CNDP. On a vu également le gouvernement Muzito trouver la problématique de la sécurité. Le gouvernement Matata a débuté à la problématique du M23, surtout à l'Est. Maintenant, la sécurité s'est déplacée de l'Est vers le centre. Aujourd'hui, c'est le phénomène Kamwena Sampou. Et on a vu le vice-premier ministre, on a suivi tout à l'heure, qui se retrouve à nouveau du côté de Kananga, qui a parlé avec la famille du chef coutumier. Voilà, aujourd'hui, cette problématique, la sécurité pour certains, il faut négocier, parler, appliquer la force. Ça aussi, ça fait partie des pistes de solutions. Eh bien, il faut noter que les voies d'action ont été brossées dans le dernier discours du chef de l'État à la nation à travers les deux chambres réunies en congrès. Il en ressort en tout cas que 3 pistes sont devant l'action en tout cas du prochain gouvernement. Premièrement, c'est de renforcer, d'encourager, d'accompagner les actions sur terrain de nos forces armées. C'est important parce que il y a eu beaucoup d'exactions, il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis, plusieurs victimes parmi les femmes, les enfants. Nous avons connu 2 experts de Nations Unies assassinés. Il est important ici de restaurer l'autorité de l'État. Alors, deuxième piste d'action, c'est aussi un accompagnement, une implication des autorités locales, les autorités coutumières, bien entendu sous l'encadrement du gouverneur local lorsque nous parlons du Kasaï central, d'autant plus que l'on voit bien que les conflits trouvent tout de même leur origine sur des questions de nature coutumière. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de conflit dans le Kasaï, surtout avec les chefs coutumiers. Je me réjouis en tout cas de constater que la théorie des palabres porte aussi ses fruits, parce que j'ai bien vu tout à l'heure en suivant les médias que on va petit à petit vers l'accalmie. En tout cas, il y a une paix de braves qui se fait. Donc c'est important de ne pas négliger le dialogue au niveau local et coutumier. Mais le plus important aussi à ne pas oublier, c'est bien entendu la justice. La justice, le parquet civil, en collaboration avec l'auditorat militaire, qui doivent poursuivre des enquêtes sur le terrain pour déterminer, identifier les auteurs de ces crimes abominables, veiller à ce que ces derniers soient traduits devant la justice, que des peines exemplaires soient infligées, mais aussi que ces peines soient véritablement exécutées pour avoir un effet dissuasif pour l'avenir, parce que nous voyons très bien que c'est une situation qui se répète. Donc ça va demander de la part du prochain ministre de la Justice une véritable
politiques criminelles qui tiennent compte de cette répétition des crimes réitérés durant des années dans notre pays. Alors, donc là, vous proposez l'autorité de l'État, là, on va pas là, comme on appelle les négociations, mais également la justice, pourvu que cela trouve également un répondant dans l'autre côté. Si c'est le gouvernement qui va vers ces miliciens, il faut le dire, ce ne sont pas des personnes facilement maîtrisables, pourvu que justement cette démarche trouve un écho de l'autre côté. Ceux qui acceptent justement de faire édition et d'adhérer justement, par exemple, comme on a vu dans les images récemment, à la démobilisation. Bien, en tout cas, il faudrait accorder tout le crédit à l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala qui vient à peine d'être nommé, le temps pour lui de former son gouvernement. Il va de soi qu'il est indispensable pour lui de relever ce défi de la sécurisation des populations et de leurs biens. Et les pistes sont sur la table. Il lui appartient aussi, dans la désignation des prochains animateurs du gouvernement, de désigner véritablement des personnes qui, au-delà des allégeances politiques ou partisanes, des personnes qui justifient des compétences et d'expériences nécessaires pour relever le grand défi du peuple congolais. Alors, on va terminer avec l'autre volet, justement l'autre défi de ce gouvernement, c'est relever le social, le tissu social. Oui, c'est le défi de chaque gouvernement, je l'ai toujours entendu, même dans le discours du chef de l'État, on parle toujours de l'amélioration du social. Depuis peut-être toutes ces années que ça dure, on ne voit pas l'impact des actions menées par tous les gouvernements qui sont passés sur le social, le tissu social de la population congolaise, puisque chaque année, c'est à répétition et que c'est le même problème. Et finalement, on se rend compte que c'est comme si le social ne faisait que régresser. Eh bien, ceci évoque évidemment le préavis de grève que nous avions entendu récemment de la part de certains fonctionnaires. Il faut aussi reconnaître que le véritable problème, c'est le problème au niveau des fonctionnaires qui sont quand même très nombreux comme travailleurs dans notre pays. C'est bien entendu le problème de la maîtrise des effectifs et donc de la masse salariale. Le prochain ministre de la fonction publique devra véritablement élaborer un travail pour déterminer qui sont les fonctionnaires de l'État actifs pour, bien entendu, enrayer tout ce phénomène de fraude et de détournement des fonds publics et permettre de réajuster à la hausse le salaire de fonctionnaire. C'est véritablement... Il y a aussi le secteur informel. On ne voit pas seulement ceux qui sont dans le circuit formel comme des fonctionnaires qui sont répertoriés, qui sont sur un listing, mais il y a aussi le secteur informel, puisqu'il faut le dire que ce n'est pas tout le monde qui est fonctionnaire en RDC. Bien, alors là c'est tout le problème des opérateurs économiques, des initiatives privées. J'ai encore discuté récemment avec plusieurs... taxes à payer. J'ai discuté avec plusieurs opérateurs économiques. J'étais récemment à Lubumbashi et j'ai vu des opérateurs économiques qui m'ont dit « Nous en avons assez, puisqu'en dehors des impôts dont nous sommes redevables, c'est aussi la parafiscalité qui vient évidemment peser sur nous. Ça nous décourage, puisque ce sont quasiment tous les ministères du gouvernement, dans leur diversité, c'est au niveau de tous les services provinciaux, mais c'est aussi tous les services locaux au niveau de communes qui viennent chacun de son côté avec des taxes de telle manière que nous ne nous retrouvons pas, nous ne savons pas faire du bénéfice et donc nous sommes obligés aussi de faire des restructurations, de limoger le personnel dans le privé. Je pense que ce sera nécessaire, effectivement, de ce point de vue, d'avoir une loi qui va, du point de vue des réformes fiscales, en tout cas, alléger la fiscalité. Et je pense d'ailleurs que ça correspond aux initiatives du chef de l'État en cette matière. Voilà, protéger et encourager les initiatives locales. Merci beaucoup, Maître Mekilolo, d'avoir analysé avec nous, justement, les attentes. Comme même la thématique le disait, c'est le gouvernement de toutes les attentes, puisque c'est ce gouvernement, nous croyons finalement, qui va mener vers l'organisation des élections, des prochaines élections, prévues quand, ça c'est à la CENI de déterminer. Je vous remercie. Vous êtes également expert en questions politico-juridiques. Vous êtes avocat. Maître Mekilolo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
Et nous prenons nos deux invités, donc Abdelatif Kamassi, qui est président de l'UPS, justement Madame Mounia Smida, qui est chargée de communication de l'UPS, qui vont nous parler de la présentation de l'université, puisqu'il sera organisé ici à Kinshasa une journée porte ouverte pour justement présenter cette université privée qui est spécialisée dans les études scientifiques et technologiques.